Merci de nous avoir invités déjà. Alors, c'est le Havre des Luttes, mais aussi la Poudrière et la Marche des Fiertés, puisque c'est pour parler du sujet spécifique des LGBT au sein des établissements scolaires. Et donc, pour traiter ce sujet-là aujourd'hui par rapport à l'éducation nationale, je vais partir sur deux thématiques qui sont dont on a beaucoup entendu parler ces derniers temps. Les VARS, donc le programme pour de la maternelle au lycée, incluant les CAP, parce que, alors ça, j'ai pas trop compris pourquoi, mais parce que je suis pas à l'éducation nationale, mais les CAP sont en dehors du collège et lycée dans le programme, ils ont un programme à part. Moi, c'était plutôt une histoire d'âge, donc je me disais que les gamins en CAP, ils auraient le même programme de prévention par rapport aux LGBTophobie, violences de genre et tout ça, mais apparemment pas. Et un rapport qui vient d'être caché par Madame Borne, qui va sortir normalement, on espère, en novembre 2025, qui avait été commandé par Monsieur Papendiaï et qui traitait spécifiquement les violences de genre et cyberviolences, et y compris les LGBTophobies. Donc premier chiffre qui va être assez désagréable à entendre, je pense, pour tout le monde. 43% des élèves en collège et lycée sont victimes de violences sexuelles au sein de leur établissement scolaire. Donc ce qui est un chiffre assez affolant. Et moi, ce qui m'a le plus inquiété en dehors de ce chiffre-là, c'est qu'il n'y a que 13% des élèves de ces victimes qui vont s'adresser à un membre de l'établissement scolaire. C'est-à-dire tous les autres vont aller voir ailleurs parce que l'établissement scolaire apparemment ne leur permet pas de se sentir rassurés et de se dire que c'est un lieu où ils peuvent dénoncer les violences sexuelles dont ils sont victimes au sein même de l'établissement dans lequel ils font partie. Ce que j'ai trouvé vraiment choquant parce que je sais qu'il y a toujours une part où les victimes ont du mal à parler, prendre la parole, mais 13%, ça veut dire qu'il y a très peu d'élèves qui ont confiance dans les adultes qui les entourent tout le long de l'année et dans la plupart de leur vie, puisqu'en fait, les enfants passent en moyenne 8 heures par jour dans l'établissement scolaire, donc c'est les adultes qui voient le plus, et c'est les adultes à qui ils vont le moins se parler. Ce que je trouve inquiétant, et qui, moi, en tant que militant dans des associations LGBT, mais aussi en tant que parent d'élèves, je trouve que ça pose question dans le rapport des élèves aux adultes qui les entourent au quotidien et auxquels ils font face. Donc ça, c'était le premier point, en sachant que c'est une étude qui n'est pas militante, dans le sens c'est une étude qui est commandée par l'Éducation nationale, qui est faite par une institution reconnue par l'Éducation nationale. Enfin, c'est pas du tout quelque chose, c'est pas SOS homophobie, c'est pas ces personnes-là qui ont rendu cette étude, c'est vraiment dans le cadre de l'Éducnat. Donc voilà. Et ce que j'ai trouvé intéressant, c'est que ça montre aussi les violences LGBT-phobes, mais qui sont assignées par leurs camarades. C'est-à-dire, il y a des enfants qui sont victimes de violences LGBT-phobes parce que leurs camarades ont décrété qu'ils étaient LGBT, sans qu'ils le soient forcément. Et ça commence très tôt. Ça commence dès la 6e, 5e. Les jeunes garçons sont plus victimes de violences physiques. Les jeunes filles plutôt, puisque c'est vraiment une jeune fille à cet âge-là, elles sont victimes majoritairement de violences sexuelles. Dans ce contexte-là, de si elles sont désignées gays, lesbiens, non-binaires, trans, n'importe, c'est que ça dépend même pas de leur propre décision, c'est même pas leur affirmation d'appartenir à la communauté LGBT qui font qu'ils vont être victimes de violences LGBT-phobes. Donc ça, puisque la question est qu'est-ce qu'on veut comme école pour nos enfants, moi je veux d'une école où les enfants ont confiance dans les adultes pour aller signaler ce qu'ils peuvent vivre et dans ce qui peut leur être proposé comme formation, puisqu'il y en a certains qui sont très jeunes, on le sait très bien, les LGBTophobies à un très jeune âge, c'est souvent lié à ce qui peut être entendu. On est dans une société où de toute façon les violences LGBT-phobes ont extrêmement augmenté ces dernières années. On a eu plus 28% en 2022,
c'est plus 28% en 2023, on rajoute 13% avec une augmentation significative des violences physiques, notamment. Il y a une diminution des insultes et les personnes LGBT se font notamment beaucoup plus rapidement agresser physiquement que insulter. Ce qui est pareil, je préfère être insulté que tabassé en histoire de sujet. Donc ça, et justement le programme EVARS est censé répondre en partie à cette problématique au sein des établissements scolaires, puisque c'est un programme qui parle des inégalités de genre, donc hommes-femmes, mais y compris des LGBTophobie. Pareil, ce programme avait été commandé sous Pape Ndiaye, donc ça fait plus de 3 ans que c'est en cours. Comme il y a une énorme augmentation de courants conservateurs et d'extrême droite, y compris au sein des parents d'élèves, avec notamment le collectif qui est le fruit, par exemple, du mouvement de Éric Zemmour, ou ceux qui se sont transformés après les luttes en 2013, quand il y a eu le mariage gay, il y a eu tout ce mouvement anti-mariage pour tous. Ils se sont transformés en syndicat de la famille, donc qui a un nom qui est un peu plus passe-partout. Et c'est pareil, c'est vraiment. Mais ils sont réellement LGBT-phobes, notamment avec un énorme focus sur ce qu'ils appellent la théorie du genre, qui est fausse, qui est littéralement un produit de l'Église catholique. Pour ça, je vais faire une recommandation de lecture, mais vraiment, je pense qu'il peut expliquer plein de choses, qui est Les Humiliés, qui est un livre qui a été fait par une journaliste qui appartenait à l'époque au Nouvel Observateur et qui explique bien comment le mariage pour tous a permis la réunion de collèges des religions. On est censé être dans un État laïque où le gouvernement a communiqué donc avec les évêques, avec les imams, avec tout ça, et que c'est notamment l'Église catholique qui s'est structurée autour du mariage pour tous pour lutter donc, contre ce qu'ils appellent la théorie du genre. Alors, je fais juste une petite parenthèse. La théorie du genre existe, c'est une théorie qui a été défendue dans les années 70, notamment par Judith Butler, mais c'est pas du tout celle dont vous entendez parler. C'est ça que je veux dire, c'est que la théorie du genre existe. Effectivement, il y a d'ailleurs des études qui sont faites au niveau universitaire et tout ça, mais ce n'est pas celle dont on entend parler, que ce soit dans quels que soient les médias, puisqu'en ce moment, c'est difficile de trouver des médias qui ne soient pas de droite. Donc, c'est pas celle-là dont il est question, et je ne vais pas vous expliquer la théorie du genre défendue par Judith Butler, parce que c'est beaucoup trop vaste, et on n'a pas le temps, et c'est pas le sujet, mais je trouvais important, parce que souvent, c'est confondu, et c'est pas du tout les mêmes choses. Et les VARS, normalement, étaient censés répondre à ça. Il y avait déjà eu, je pense que pour ceux qui étaient membres de l'éducation nationale à l'époque, il y avait déjà eu une grosse levée de bouclier quand il y avait eu les ABCD du genre. Enfin, et c'est là qu'a commencé toute cette théorie de ils veulent endoctriner nos enfants, les transformer tous en trans, en lesbiennes et en gays. Ce qui n'a jamais été le cas, mais bon, ça, c'est difficile de répondre à une fake news, en fait, qui s'alimente par elle-même. Et notamment, devaient être abordées dès la primaire les questions d'identité de genre, d'orientation sexuelle, puisque dans l'égalité de genre, effectivement, les LGBT-phobies sont directement un fruit de ça. Quand il y a on le sait, produit du patriarcat, inégalité de genre homme-femme et LGBT-phobie. C'est vraiment ensemble, c'est pas séparable. Suite à la pression des mouvements d'extrême droite divers ou de droite dure, si on doit faire quelques nuances dans la droitisation ambiante, le gouvernement a reculé. Donc, tout ce qui est LGBT-phobie ne sera plus traité au niveau du collège, ça sera plus qu'à partir du lycée, ce qui est donc assez tard dans le parcours de construction de personnes LGBT, parce qu'il y en a certaines qui vont se le découvrir plus tard, mais globalement, les questionnements sur ces arrivent vraiment au collège, voire au primaire, d'ailleurs. Et que pour nous, le fait que ça puisse être expliqué à l'école permet juste à des enfants de pouvoir s'identifier, se défendre, avoir des réponses à des questions qu'ils n'auront pas forcément dans le contexte familial. Puisque de fait, on le sait bien, les LGBT-phobies sont très nombreuses aussi au sein de la famille, comme les violences de genre d'ailleurs. Et donc c'est en ça que c'était important. Il y a aussi
dans cette période actuelle un énorme focus sur les personnes trans. Eh ben, tu vois, j'accélère. Sur les personnes trans. Et donc, en fait, ce qui se passe, c'est que la transphobie a été retirée du programme, par exemple, de l'EVARS qui va être proposé, alors que c'est la population minoritaire qui est la plus ciblée actuellement, et qu'on sait que de donner des outils aux jeunes personnes trans réduit de 80% le risque de suicide, ce qui est quand même très important, et que notamment l'école permettrait ça. Et nous, notre seconde inquiétude et de ce qu'on aimerait avoir à l'école, c'est que c'est depuis 2001 dans la loi que ces ateliers sont censés être proposés à chaque année du parcours scolaire des enfants. Moi, en 2001, j'étais encore à l'école, donc j'ai eu un cours une fois sur ces questions-là, et on m'a surtout appris les IST, ce qui est bien, hein, mais les IST, les menstruations et la contraception, grosso modo. Les questions d'LGBT absolument pas abordées, et les violences de genre non plus. Mes enfants, j'en ai une au CP, 2 en collège, n'ont pour l'instant pas eu un seul cours sur la question, et le sujet n'a pas été abordé. Donc, dans leur parcours scolaire, alors que depuis 2001, c'est censé être 3 fois par an, tous les ans, de 4 ans à 18 ans, grosso modo, puisque c'est jusqu'au bac, mes enfants n'ont pas été concernés par la question. Donc, moi, ce que je demande, là, je suis ravie d'avoir été invitée pour évoquer ça brièvement, mais je pense que c'est une question dont qu'il faut que les parents se saisissent, mais également, j'aimerais bien avoir plus de réponses de la part des membres de l'institution de l'éducation nationale. Alors, je sais qu'il y a un manque de moyens, de temps, mais je pense qu'il y a un gros manque de formation aussi à l'interne, que ça concerne de tous les membres de l'éducation nationale, pas spécifiquement que les profs, mais les assistants d'éducation, les conseillers principaux d'éducation, enfin tout ce personnel-là. Parce que vraiment, moi, m'a choqué le fait que les enfants ne vont pas s'adresser au sein de l'établissement pour signaler les violences dont ils sont victimes. Et ça me terrifie un peu, en fait, je dois vous avouer, parce que je pense, comme plein de parents, on essaie d'avoir confiance dans les équipes qui encadrent nos enfants, et nos enfants n'ont pas confiance en eux. Donc, c'est qu'il y a un fossé à remplir, que je pense qu'il y a un besoin de formation sur ça, des élèves, mais y compris du personnel, et j'aimerais bien entendre qu'est-ce qui est fait à l'interne, puisque c'est ce qui était dit en début, quand il y a eu la question de pourquoi les profs râlent et tout ça. Pourquoi il n'y a pas plus de liens qui est construit entre les associations, notamment militantes LGBT, mais y compris les associations féministes, les associations, par exemple, aussi, qui peuvent aider sur les familles qui font face à des difficultés et tout ça. Il y a vraiment comme une espèce d'enclave au sein de l'éducation nationale qui me paraît pour le coup assez mortifère, et qui met de fait nos enfants à tous en danger, parce qu'ils ont peu d'endroits où s'adresser, alors que pour moi l'école devrait être le premier lieu où ils devraient pouvoir s'adresser quand ils se sentent en danger, quand ils ont une insécurité, quand ils sont victimes d'une agression, vu que c'est le lieu où ils passent le plus de temps, de leurs 3 ans, puisque maintenant l'école maternelle est obligatoire, à leurs 16 ans, avec l'obligation scolaire. Voilà, je pense. Est-ce que je suis bon dans mon temps ? Je suis bon dans mon temps. Donc c'était très rapide, parce que voilà, il y a beaucoup de personnes qui doivent parler. Je ne sais pas si des gens ont des petites questions, je veux bien. Bonjour, donc Bonjour. Marion, moi c'est pas une question, c'est un témoignage, parce que moi j'ai un frère qui est homosexuel. Ouais. Il a fait son coming out à 24 ans, et en fait au collège ça a été un vrai calvaire pour lui et pour moi. Parce que quand moi j'étais en perm et puis qu'il faisait sport, c'était Marion, il y a ta grande sœur qui est en train de jouer au basket.
Mais en fait, vu que toi, t'es habillé en garçon manqué, c'est toi le mec de la famille. Et en fait, c'était ça tous les jours, tous les jours. Et c'est vrai que bah non, on n'allait pas en parler aux adultes parce qu'on savait très très bien que bah, déjà à l'époque, les adultes nous comprendraient pas et nous enverraient oh mais c'est pas grave, c'est de la taquinerie, c'est ceci et cela. Et bah je m'étonne parce que du coup bah ouais, ça va faire à peu près 20 ans que ça ait toujours pas changé quoi. Et ça m'affole un peu. Et moi, je travaille dans les écoles et il y a un petit, je le connais depuis la petite section. C'est vrai qu'il est très efféminé dans ses gestes et il traîne qu'avec des filles. Mais moi, je le trouve super, ce gosse. Et puis, c'est vrai que dès qu'il avait un petit coup de cafard, il venait me parler et tout ça. Et puis, je l'écoutais parce que justement, je lui apportais ce que moi, j'avais pas eu à l'époque. Et je trouve ça très important d'écouter ces enfants-là. Voilà. Merci beaucoup. Je suis d'accord avec vous. Je trouve que c'est vraiment une problématique. Je crois qu'il y a une dame au fond qui levait la main depuis. Oui, elle a levé. Alors moi, je travaille dans le second degré depuis une dizaine d'années en tant qu'AESH. Et alors, j'ai pu avoir accès à une formation avec le reste du personnel. On a eu une formation, donc, notamment au lycée Claude Monet, sur la transidentité, et c'était il y a 4 ans et demi. Mais il ne me semble pas que... Alors, peut-être que je me trompe, mais qu'il y a eu beaucoup de formations allant dans ce sens-là en une dizaine d'années où j'étais au lycée. Ce qui est dommageable, parce que bah, je pense que, au vu de ce qui se disait dans la salle des profs ou dans les couloirs, je pense qu'il y avait besoin de formation, il y avait besoin de comprendre en fait ce public, ces élèves. Et il y avait quand même quelques élèves transgenres dans le lycée. Enfin, voilà, c'est pas pour... comment dire, bah, je pense que voilà, il y a besoin de comprendre, et pour cela, il y a besoin de formation, et je ne sais pas si, s'il y en a suffisamment de proposer. Et par ailleurs, je suis aussi directement concernée par la question parce que j'ai mon petit frère, ma petite sœur, mais mon petit frère, en fait, qui est au lycée Claude Monet cette année. Voilà. Donc j'espère qu'il va y avoir plus de formation concernant cela. Merci. Juste pour répondre à ça, je ne sais pas s'il y aura plus de formations. Enfin, je sais que nous, on a été sollicités sur les 4 ans où je suis dans l'association. On a été sollicités 2 fois pour nous poser des questions sur ce sujet, ce qui est relativement peu concernant le nombre de personnes. Et pour votre petit frère, si un jour il a besoin de parler ou quoi que ce soit, qu'il n'hésite pas à aller sur le compte Instagram de La Poudrière et tout ça, parce qu'on tient des permanences, des endroits où les personnes peuvent s'exprimer librement, puisque justement on sait que ça peut être un peu que c'est une carence, et donc on essaie à notre hauteur et à nos petits moyens de proposer des lieux un peu ressources. Et moi, ça va pas être une question envers toi, Livio, mais envers, je ne sais plus ton prénom, je suis désolée, la SEH qui a parlé juste avant, oui. Qui était d'ailleurs avec moi en cours. Et j'ai une question peut-être indiscrète, mais la formation au lycée Claude Monet, est-ce qu'elle n'a pas été faite parce qu'il y avait un membre du personnel à l'époque qui était trans et qui s'est suicidé? Ou est-ce qu'elle a été faite avant ou après son suicide? Je suis désolée, c'est super indiscret, mais c'est important. J'ai plus le souvenir, je replace pas... Pas pour te mettre dans la sauce, mais c'est important quand même comme contexte, je pense, à avoir. Est-ce que ça a été mis en place après? Ce qui est beaucoup trop tard, du coup, mais bref. C'est juste pour apporter un élément de réponse au niveau du premier degré, sur la question du positionnement des enseignants. En tant que professeur de CM2, moi, je fais un cours sur la reproduction, en fait, la reproduction humaine. De manière totalement volontaire justement à propos de tout ça, sauf que si les programmes prévoient cela, nous n'avons pas vu arriver de formation au niveau du premier degré sur quelques questions que ce soit au niveau de la sexualité pour les enseignants. Les enseignants ne sont pas forcément... je sais qu'on prétend que les enseignants du premier degré doivent tout maîtriser, mais c'est impossible, hein. Sinon ça se saurait. Maintenant, on n'a pas de formation à ce niveau-là. Voilà. Et quand j'ai eu... Alors, cette année, ce n'est pas arrivé, mais l'an dernier, j'ai eu des parents d'élèves qui ont première réunion avec les enseignants, avec un autre enseignant, ont demandé s'il était normal qu'il y ait des cours
qui est les cours que je proposais pour les CM2. C'était une question, le professeur n'a pas su quoi répondre. Et quand j'ai proposé de faire une réunion avec les parents, de leur expliquer qu'il n'y avait pas matière à s'inquiéter, que ce n'est pas la peine non plus de s'inquiéter, qu'on peut se parler, qu'on peut communiquer et comprendre quel est l'enseignement qui va être apporté. La réponse qui m'a été faite par ma hiérarchie, c'est de ne pas faire cette réunion pour ne pas faire peur aux gens. Voilà. C'est ça que je trouve terrible, c'est qu'il y a peu de moyens qui sont donnés pour lutter contre toutes ces fake news qui sont littéralement alimentées. Parce que j'ai vu passer des dingueries sur ce qui sont dit de ce qui serait enseigné aux enfants, notamment des histoires de position sexuelle, de choses qui ne sont... Alors ça, pour le coup, jamais abordé, parce que c'est pas le sujet de l'enseignement. Et c'est bien pour ça que je pose la question. Et moi, je pense qu'une piste qui pourrait être intéressante, c'est qu'à chaque formation qui serait proposée, puisque je sais qu'il y a des structures, notamment on connaît quelqu'un dans la lutte dont c'est le métier, qui s'est spécifiquement formé. Je trouverais bien qu'il y ait des personnes justement extérieures qui aient ce temps de réunion avec les parents. Et j'entends bien que c'est complexe en ce moment, mais je trouve que c'est vraiment une problématique inquiétante parce que on sait que, ce que je vous disais, les jeunes personnes LGBT sont les plus sujettes au suicide. Le fait qu'elles aient accès aux informations à des personnes ressources, ça diminue ce risque-là. En fait, ça leur donne juste des informations. Et vraiment, moi, le chiffre de ce peu d'élèves qui se sentent en confiance pour aller dénoncer auprès des équipes éducatives, je trouve ça très inquiétant. Voilà, de mon point de vue. Moi, je vais juste donner mon point de vue en tant qu'enseignante dans le secondaire, et notamment en REP et en REP+. Donc des fois, le contexte n'est vraiment pas facile pour les élèves pour s'adresser à ça. Je pense que le plus gros problème qu'il y a, c'est qu'on n'a pas de formation, et notamment pas de formation obligatoire. Donc si on ne se sent pas concerné, si on ne s'informe pas, j'ai des collègues qui soit vont préférer éviter les questions, donc les élèves ne vont pas venir leur parler, puisqu'on n'en parle pas, donc de toute façon, il faut que ça reste tabou, et voilà, ça s'entretient. J'ai malheureusement des collègues comme tout le monde dans tous les endroits qui vont être un peu lourds et un peu à l'ancienne sur la question, donc c'est sûr que les élèves vont pas aller leur parler si c'est les premiers à faire des blagues ou à rigoler aux blagues des élèves, ce qui arrive. Mais j'ai beaucoup, je pense, une majorité de collègues qui se sentent pas capables, en fait, qui sauraient pas par où commencer, comment répondre, comment inclure ça dans les cours. Donc c'est vrai que dans un des établissements dont je fais partie, on a créé un club égalité, donc qui est une porte ouverte pour les élèves pour faire des projets, que ce soit sur la diversité sociale, sur le handicap, sur plein de choses. C'est les élèves et ça vient de leur point de vue à eux. Et on a fait un livret sur ce que c'est d'être LGBTQIA+ au collège. Et donc rien que distribuer le livret et de le donner à certains collègues ont déjà eu des réactions. Je savais pas. C'est quoi ça ? Enfin voilà. Donc je pense que ça vient pas d'une mauvaise volonté, même si le chiffre il est inquiétant et je le constate. Mais ça vient vraiment du fait qu'on n'a pas de formation de base et encore moins une formation obligatoire. Les peu de formations qu'on peut nous proposer sur l'égalité des genres, des choses comme ça, ça va être voulez-vous pendant 4 heures une matinée vous déplacer à Rouen. Voilà. Donc il faut que ce soit dans les établissements, il faut que ce soit obligatoire et vraiment ça manque. Moi je le vois auprès de mes élèves. Donc voilà. J'ai micro et moi je rajouterais, il va falloir aussi, je pense, faire de la médiation avec les parents. Parce qu'au collège où je suis, en tant que parent d'élève, pour la réunion d'info de présentation pour être parent d'élève, il y a quand même des parents qui déjà sont venus en disant le programme à l'éducation sexuelle, même pas encore ces questions-là, rien que l'éducation sexuelle, c'est non. Et je pense qu'il va falloir vraiment... Alors, moi j'ai dit ça au principal en me disant attention, mais il m'a dit non, ne vous inquiétez pas, c'est comme ça tous les ans, mais... Il va falloir vraiment aussi En fait, il y a des sujets qu'on met sous le tapis, je pense. La mixité sociale, la sexualité, l'écologie. Il y a des choses où on préfère les taire plutôt que les affronter, je pense. Mais il y a du boulot. Moi, c'est juste pour faire une remarque avec notamment l'affaire Betaram qu'il y a eu. Parce que j'entends qu'il y a des parents pour qui c'est pas facile. Moi, c'est mon conjoint que vous avez entendu parler. Donc, moi, je suis un peu tranquille sur la question. Par contre, je vous conseille de lire Dorothée Ducy, qui est une chercheuse qui a travaillé sur les questions de pédocriminalité et tout ça. L'une des principales raisons pour lesquelles il n'y a pas de solution, c'est parce que les enfants ne savent même pas nommer ce qui leur arrive. Donc l'éducation sexuelle
en plus des questions de genre, des questions d'homophobie, d'LGBTophobie et tout ça, c'est aussi l'un des premiers outils pour nos enfants de pouvoir se protéger. Voilà, donc vraiment, si ça peut être un argument qui peut aider les parents, c'est déjà celui de avoir les outils pour les élèves, quoi. Bon, voilà, s'il y a des questions, moi je veux bien répondre encore et il n'y a pas de souci. Sinon, avec plaisir, je laisse la place. Et je vous remercie vraiment de nous avoir permis de prendre la parole et de pouvoir permettre d'exprimer notre avis là-dessus. Voilà. Un micro. Allô, allô, ouais, c'est bon. On parle depuis un moment pour faire ce partenariat. Et bon, moi, je suis un petit peu politisé, casse-pied et tout ça. Tu commences à savoir maintenant? Non, mais j'assume. Et une vraie question que je me posais en écoutant tout à l'heure et en voyant le graphique que tu montrais, en écoutant tout à l'heure aussi les différentes personnes qui étaient là. Tu travailles sur la mixité sociale et le but est de travailler sur la mixité sociale. Mais moi, ce que je voudrais savoir, c'est de quelle mixité on parle. Est-ce qu'on parle de mixité en termes économiques? Est-ce qu'on parle de mixité en termes de genre, en termes... c'est quoi? Parce que moi, il y a toujours quelque chose... Moi, j'aime bien quand il y a des choses qui me turlupinent, je les remue, et puis à un moment donné, je me dis, ah, c'est bon, je sais ce qui m'interroge. Moi, si la mixité sociale, si la question, c'est de mettre les riches avec les pauvres, moi, je sais que personnellement, moi, je ne veux pas que mes filles elles soient avec des ultra-riches, par exemple, ça ne m'intéresse pas. Je veux qu'il n'y ait pas d'ultra-riches et qu'il n'y ait pas de pauvres. Mais je ne vois pas pourquoi ils devraient les côtoyer. Et moi, c'est vrai, non, mais voilà, je pose la question. Et j'entends pareil depuis tout à l'heure, est-ce que je comprends, c'est compliqué de lutter, on ne nous écoute pas. Ils se trompent. Moi, je ne pense pas qu'ils se trompent la droite dans leur projet. Non, je dis pas toi. Je parle. Ouais, c'est un peu fouillis. J'ai pas, voilà, j'ai rien préparé. Mais je parle un peu le bilan de ce que j'entends et que les élèves soient redirigés vers le privé, c'est une chose voulue. Que le système public soit battu en brèche par la droite et par le camp libéral, c'est une victoire énorme. C'est pas une défaite. Qu'il y ait de moins en moins de profs, de conditions de travail correctes, que les élèves se sentent de moins en moins bien. Moi, j'ai été en CAP, mais en cuisine, on nous apprend à travailler de la nourriture, c'est dans le programme de la nourriture transformée. C'est-à-dire du surgelé, c'est dans le programme. On ne veut pas faire des bons cuisiniers, on veut faire des bons obéissants. Et moi, je me dis, est-ce que dans la mixité sociale, vraiment le but, c'est de mélanger tout le monde ou de changer la façon dont ça fonctionne? Voilà, c'était ma question. Mais moi, je sais qu'il y a des mixités que je ne veux pas. Après, c'est que toi, tu ne veuilles pas, mais que tes gamins, peut-être, puissent y répondre. Le tout, c'est peut-être de le vivre avant tout. Je crois que la question de l'école peut ça, c'est de pouvoir vivre des expériences. Moi, je le vois avec mon gamin. Je n'ai pas à lui expliquer que tous les gamins partent pas en vacances. Je n'ai pas à lui expliquer. Il vient d'une école, Jean Zay, où tous les gamins partaient en vacances. À chaque vacances, quasi. Il est arrivé à Théophile Gautier, il a vu tout l'inverse, et je n'ai pas à lui expliquer. Et quand je parle de mixité sociale et scolaire, j'entends ça. Après, il en fera ce qu'il veut. Mais mes filles, elles vont jamais en vacances, et ça leur sert à rien que les autres sachent. Non, mais c'est vrai, je te jure, on va pas plus en vacances. Hein. Non, c'est pas cette question de ce que t'en fais, c'est de vivre une expérience qui te permet de réfléchir. Mais pour nous, c'est pas une expérience. Pour nous, c'est qu'est-ce que ça fait pour nous, pour ceux qui sont précaires ou à la fin du mois, même au Le micro, Alex. Désolé. Non, mais j'arrête là. Mais voilà, c'est juste pour l'angle. On aura le temps. On va avancer, effectivement. Est-ce que, alors, vous voulez une pause parce que ça fait déjà 2 heures. Ou on enchaîne?